Bienvenue à tous à notre table d'échange technopédagogique en formation à distance, édition 2018-2019. Réunion du 18 octobre aujourd'hui, accueillir les étudiants en formation à distance, un travail d'équipe, rôle de l'institution et fonction tutorale. Un gros merci à M. Jérôme Forget, qui est directeur adjoint au service à l'enseignement du Cégep de Matane et qui est également membre du FADIO, qui va débuter la rencontre en donnant son point de vue sur le thème en une dizaine de minutes. Avant de laisser la parole à l'animateur, M. Michel Richer, dernier détail technique, tout le monde, sauf M. Forget et Michel, étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour s'assurer que vous avez mis la sourdine du système audio. En cours de route, si vous voulez intervenir, et on l'invite fortement à intervenir, c'est une table d'échange, vous pouvez lever la main via Adobe Connect ou utiliser clavardage ou encore appuyer sur le clavier 6 sur votre clavier téléphonique. Je souhaite à tous une excellente réunion. Je rappelle que nos tables d'échange et nos ateliers sont on reçoit l'appui de Patrimoine Canada et du Secrétariat aux relations canadiennes du Québec. Je souhaite encore une fois à tous une bonne réunion et je laisse la parole à l'animateur, M. Michel Richer. Merci beaucoup, Alain. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette toute première table d'échange. Alain le mentionnait à l'instant de l'édition 2018-2019. C'est vraiment un grand bonheur de vous retrouver pour plusieurs. Je vois la liste ici, il y en a plusieurs qui participent aux tables régulièrement, ou encore pour une première fois pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Merci d'être là pour partager et échanger dans cette rencontre qui est la vôtre. Avec celle d'aujourd'hui, il y a 4 tables au calendrier pour cette édition 2018-2019. Pour chaque table, un thème différent. Notre thème d'aujourd'hui, je le rappelle, accueillir les étudiants en FAD, un travail d'équipe. Vous le savez, c'est un questionnement qui concerne à la fois le rôle de l'institution et la fonction tutorale. On va sûrement parler des deux dans l'heure ou à peu près qui suit. On se retrouve vraiment tout au cœur de nos intérêts et de nos défis comme acteurs de la FAD, chacun dans nos rôles respectifs, bien sûr, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes impliquées dans bien des domaines de la FAD ici, aujourd'hui, autour de la table. À souligner aussi d'entrée de jeu, les habitués le savent déjà, puis les nouveaux vont le vivre, nos tables d'échange sont des lieux de rencontre. Ces tables nous proposent par le partage des occasions absolument privilégiées pour nous enrichir individuellement et collectivement. Nous enrichir, oui, par le partage d'expériences, de points de vue, d'opinions, de pratiques, de solutions. Bref, tout ce qu'on va pouvoir mettre sur la table et mettre en commun aujourd'hui. Je tiens aussi à le souligner, il faut intervenir, s'impliquer, réagir. On veut tous comprendre ce qui fonctionne le mieux, voir des solutions, des approches gagnantes ou encore innovantes. C'est ce que je nous souhaite dans les 50-55 prochaines minutes. Si chacun s'implique, on va vraiment tous y gagner. Je pense qu'on est conscient de ça. Au début de chacune de nos tables, courte présentation pour bien lancer les échanges. La rencontre d'aujourd'hui ne fera évidemment pas exception. Quoi dire aussi? Nous sommes vraiment tous d'accord, je crois, sur le fait que c'est important d'accueillir les étudiants de la bonne façon. Mais comment? Que doit-on offrir? Quand? Et aussi par qui? On parle de plus en plus de rôles partagés en ce qui concerne les institutions et ce que peuvent offrir là où les personnes qui sont responsables de l'encadrement. Des concepts comme l'encadrement programme, l'encadrement en cours, l'offre des différents services de soutien font de plus en plus partie du paysage. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce qu'un bon environnement d'accueil? C'est avec une présentation de M. Jérôme Forget qu'on va à l'instant cartographier un certain nombre de ces conditions gagnantes. Puis nous discuterons de pistes de solutions et de façons de bonifier nos pratiques. Dernier petit point, si je regarde la liste des participants d'aujourd'hui, nous avons une vingtaine de sites, d'ailleurs il y en a exactement 21 actuellement sur la page Adobe. D'un peu partout, de l'Est du pays aux provinces de l'Ouest. Merci avec le décalage horaire aussi de tous être là puis de consacrer du temps. Je vous invite à profiter de cette table pour qu'on puisse s'enrichir des porteuses de succès dans chacun de nos milieux. OK, assez de petit blabla. Je vous mentionnais à l'instant, nous avons le grand bonheur d'accueillir aujourd'hui à notre table M. Jérôme Forget. Je vous le présente sans plus attendre, mais j'ai une courte notice biographique ici. Jérôme Forget est, depuis 2008, directeur adjoint des études au Cégep de Matane. À ce titre, il travaille en étroite collaboration avec les équipes d'enseignants à des projets de développement liés au programme de formation. Il est responsable de la formation à distance au Cégep de Matane, un établissement d'enseignement supérieur qui collabore au sein du FADIO, qui est un regroupement interordre dédié au développement de la formation à distance,
sur les territoires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Le Cégep de Matane offre des programmes à distance depuis 2002 à la formation continue et depuis 2013 à l'enseignement régulier, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'administration et des soins infirmiers. Mis à part ce petit glitch technique, Jérôme, je vous laisse avec plaisir les 10 prochaines minutes, plus ou moins, pour pouvoir présenter ce que vous nous avez préparé pour bien lancer nos échanges d'aujourd'hui. Je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Je suis content d'être ici avec vous ce midi ou ce matin, dépendant où vous êtes, pour vous parler de l'accueil des étudiants en formation à distance. On a parlé déjà un peu là, du Cégep de Matane. C'est un établissement d'enseignement supérieur, somme toute de petite taille, un des plus petits du réseau des cégeps au Québec. On a environ 750 étudiants sur le campus là, qui fréquentent nos programmes, puis 150-200 là, environ étudiants qui suivent des programmes à la formation à distance, principalement la formation continue, mais également depuis quelques années dans certains programmes offerts à l'enseignement régulier. Dans nos promotions, dans nos brochures, on parle souvent du Cégep comme étant reconnu pour son accueil chaleureux. Certains de vos établissements pourraient certainement en dire autant, c'est sûr, mais on considère que c'est un peu typique à la fois de la ville de Matane elle-même, mais aussi des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie. Si vous êtes déjà passé dans le coin, hein, on a une espèce d'accueil légendaire dans ces régions-là et dont on ne fait pas exception. On a une particularité au collège où que la majorité de notre population étudiante provient de l'extérieur de la région. Donc, on a près de 80% de nos étudiants qui ne sont pas originaires de la région immédiate de Matane, donc qui proviennent de l'extérieur du Québec, et même à 40% de l'international. On accueille depuis une dizaine d'années énormément d'étudiants en provenance de la France, de l'île de la Réunion notamment. Donc, on a un défi sur le plan de l'accueil dans notre campus. Puis je vais commencer par ça pour vous permettre de faire aussi un parallèle. Parce qu'évidemment, quand on parle d'accueil en formation à distance, chez nous, on n'a pas réinventé la roue. On s'est inspiré fortement des bonnes pratiques qu'on avait déjà pour l'accueil des étudiants dans notre campus. Alors, comme on a des étudiants qui arrivent d'un peu partout et de l'extérieur de la région, toutes nos pratiques d'accueil des étudiants sont teintées un peu par cette réalité-là. On organise avec l'ensemble des collèges de la région un transport de Montréal, de l'aéroport jusqu'à Matane pour accueillir les étudiants étrangers puis les guider sur le près de 700-800 kilomètres qu'ils ont à faire pour se rendre jusque dans leur cégep. Donc, on les accueille à leur arrivée à l'aéroport, mais on va jusqu'à les transporter également à Matane puis à les accueillir sur le campus là, à leur arrivée à l'autobus. On va profiter de l'occasion pour leur faire découvrir la ville, leur faire découvrir la région. On va leur faire visiter certains commerces essentiels, les accompagner à l'épicerie pour leur montrer il est où le bon pain, il est où le bon fromage, quelle bonne bouteille de vin acheter pour les Français. Donc, on va jusque-là dans nos pratiques d'accueil pour leur permettre de s'acclimater également à la ville, qui est une ville également de petite taille, environ 16 ou 17 000 habitants. On organise depuis toujours, c'est la photo que vous voyez en bas, une journée d'accueil avant le début des cours. Donc, on commence généralement les cours un lundi matin, mais on a toujours le jeudi précédent une journée d'accueil où on fait la rencontre de nos nouveaux étudiants. On leur fait découvrir les différents services offerts dans le cégep. On les aide à se préparer au début de la session, à régler toutes les formalités administratives qu'ils ont besoin de faire. On leur permet d'explorer le cégep, de rencontrer des gens également et de rencontrer les enseignants de leur programme donc dans une rencontre qui va réunir étudiants et enseignants d'un même programme. On leur permet également, dans ces premières journées-là, de vivre différentes activités sociales. On a à un peu briser l'isolement, beaucoup de personnes qui arrivent qui connaissent peu ou pas d'étudiants. Donc, on s'assure ça par des dîners, des activités en soirée, des visites en kayak sur la rivière Capcha, de genre d'activités sociales, sportives qu'on organise pour permettre aux étudiants de se mélanger, d'apprendre à connaître un peu certains employés qui vont travailler avec eux, mais surtout aussi d'avoir certains repères, certains visages d'étudiants. Donc, ces activités-là d'accueil mobilisent à peu près tout le personnel. Les enseignants, bien sûr, qui vont
participer à la rencontre des étudiants dans chacun des programmes, le service aux étudiants qui s'occupe de tout le cheminement des étudiants, la vie étudiante, les services administratifs qui gèrent les résidences qu'on a à l'intérieur même du campus, là, près de 200 étudiants qui résident à l'intérieur même du cégep, le stationnement, l'aide financière, jusque les gens d'entretien ménager qu'on va solliciter également pour mettre le cégep le plus beau possible lors de l'arrivée des premiers étudiants. Services informatiques également qui sont, alors vraiment tout le collège est sur une espèce sont concentrés là, durant ces premières journées-là à accueillir les étudiants, à favoriser leur accueil, leur installation dans leur chambre, dans la ville, dans leur logement le plus facilement possible. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Vous remarquerez dans le coin à gauche, c'est moi qui même donne de mon temps lors de cette journée-là pour faire le DJ et mettre de la musique d'ambiance durant la journée d'accueil. Donc vraiment, tout le monde se mobilise, chacun à sa façon, chacun avec la part qu'il peut donner pour faire de cet accueil-là quelque chose qui est le plus riche, à avoir une expérience qui est la plus positive possible pour les étudiants. Ici, vous avez une rencontre là, typique des enseignants d'un programme, les techniciens en travaux pratiques, techniciens de laboratoire qui sont là également pour rencontrer les nouveaux étudiants, donner certaines consignes, expliquer comment va se passer la session, comment va se passer les cours là, qui vont commencer le lundi suivant. Donc, évidemment, quand on arrive en formation à distance, ben, on déploie exactement la même énergie, exactement le même accueil chaleureux pour recevoir nos étudiants. Puis c'est vraiment un devoir qu'on se fait de ne pas négliger cet accueil-là pour des étudiants qui sont à distance puis qu'on n'a pas l'occasion de côtoyer physiquement. Alors, on va organiser avant même l'accueil à l'intention des futurs étudiants des webinaires d'information scolaire. On va déjà leur permettre le printemps précédent à la rentrée de discuter avec un enseignant, de poser des questions, d'avoir de l'information sur le programme, sur le cégep, sur la formation à distance pour s'assurer qu'ils savent très bien dans quoi ils embarquent. Avant même le début des cours, on va d'abord commencer avec une formation sur l'utilisation des outils. Avant le début des cours, vous voyez ici un peu le calendrier de la rentrée pour des étudiants qui vont débuter un programme de tourisme à distance. Donc, on va déjà leur donner l'occasion d'avoir un premier contact avec la plateforme de visioconférence, avec les outils qui seront utilisés. Il va y avoir une rencontre également prévue avec les enseignants du programme, avec l'aide pédagogique individuelle qui suit le cheminement de l'étudiant. Et avant même là, la journée officielle d'accueil, qui pour nous serait ici le jeudi 16 août, où là, on va réunir ensemble tous les étudiants, que ce soit les étudiants qui sont inscrits au programme en présence ou en ligne. On va leur permettre à tout le monde de se brancher ensemble puis d'échanger. Donc, ce même accueil-là, on prend la peine également de le faire. Il y a un défi de s'approprier les outils, s'approprier les façons de travailler à distance, qu'on veut que ce soit les étudiants soient le plus efficaces possible dès le premier cours et qu'on n'ait pas à rattraper donc du temps perdu. Alors, toutes ces rencontres-là se font avant même le début de la session. On produit également beaucoup de guides, de procédures pour leur permettre de s'y référer sur l'utilisation de Moodle, par exemple, comment se connecter, comment utiliser les outils, comment déposer un travail. On a plusieurs guides pratiques qui ont été écrits par nos conseillers pédagogiques. Premier contact avec les enseignants, j'en ai parlé. On a toujours un technopédagogue qui assiste, oui, les enseignants dans l'enseignement à distance, mais aussi qui peut offrir un soutien aux étudiants. Et donc, il va s'assurer avant le début des cours que les étudiants ont tout le matériel, qu'ils sont familiers avec les outils. Et il va, même après le début des cours, reprendre contact avec les étudiants pour s'assurer que tout fonctionne bien. Technicien en informatique également qui est toujours là, présent, prêt à répondre aux appels de ces étudiants-là. On a travaillé aussi à adapter certains services d'aide, donc entre autres un centre d'aide en français qu'on a développé donc à distance. Donc là aussi, on est capable d'aider, de soutenir la réussite des étudiants dans un service qui est adapté là, à leur réalité à distance. On va s'assurer également que les étudiants aient accès aux livres, aux documents qui sont en vente au magasin scolaire dans le cégep. Donc, on a également des gens du magasin scolaire qui sont impliqués dans cet accueil-là, pour fournir les documents, transmettre par la poste, la bibliothèque, la même chose. Donc, on s'assure que tous les services puissent
s'accorder avec la réalité des étudiants à distance. On voit ici une rencontre où on a à la fois des étudiants qui débutent un programme en présence, mais également ceux qui sont à distance, qui permettent d'avoir un premier contact avec l'ensemble des enseignants du programme lors de la journée d'accueil. C'est du service de soutien au français écrit, à la correction du français, donc qui est offert à distance par nos employés. Autant que possible, on s'assure de jamais négliger la rencontre également, la rencontre en présence, même si c'est occasionnellement. Ici, dans un document qu'on remet aux étudiants, vous voyez au bas, on dit prévoir les coûts pour les sorties dans le cadre de vos cours et les visites au cégep durant votre programme. Déjà, on leur annonce dès le départ, même avant le début des cours, qu'ils auront à se déplacer, soit pour des activités qui vont se dérouler en présence sur le site de Matane ou des voyages qui sont effectués ailleurs dans le Québec où tous les étudiants vont se réunir ensemble. Cette rencontre-là est vraiment importante pour nous de se faire au moins une fois par année, une fois par session autant que possible. On va vraiment travailler la cohésion de l'équipe ici. Les étudiants vont apprendre à se connaître, vont dépasser le stade de l'étudiant à distance, le prof. Il va se créer des relations un peu plus de proximité qui vont énormément faciliter les échanges entre les étudiants, mais également avec leurs enseignants. Donc, on crée par ces occasions-là une sortie de 2-3 jours, une fin de semaine où tout le monde s'en va à Québec visiter certains attraits touristiques, mais on crée une espèce de chimie, on crée des amitiés, même on a des groupes d'étudiants à distance qui sont devenus, grâce entre autres à ces rencontres-là, de très, très bonnes amies maintenant. Donc, travail d'équipe, assurément, puis une équipe qui dépasse la seule équipe des enseignants qui sont associés à un programme. Vous voyez, c'est une équipe qui implique vraiment l'ensemble des services, l'ensemble des employés du collège. Pour nous, c'est dans cette cohésion-là des efforts de tout le monde qu'on va construire la qualité de l'expérience en formation à distance de l'étudiant, ce qui est vraiment important, parce qu'au-delà du contenu des cours et des activités d'apprentissage qu'on leur propose, bien, il y a une expérience qui est vécue comme celle en classe, comme celle d'être dans un collège, et qu'on ne veut pas négliger. Donc, cette qualité-là de l'expérience, on la construit aussi en assurant un accueil, une intégration qui est le plus simple et le plus agréable possible. Vous allez me permettre cette peut-être comparaison un peu boiteuse, mais le feu de camp fait partie de nos traditions, dans nos activités d'accueil. On a la chance de pouvoir faire ça sur le terrain du cégep, là, à moins d'une centaine de mètres du bâtiment. On a un très, très vaste terrain qui borde des zones agricoles, donc on a vraiment un terrain qui est assez exceptionnel. Alors, on organise ce genre de gros feux de camp pour les étudiants là, lors des journées d'accueil. Et ça me faisait penser également, ou en tout cas, la comparaison avec un cours en formation à distance. Hein, comme le feu de camp, ben, notre regard est attiré, on est un peu captivé par ce qui se passe à l'écran ou ce qui se passe dans le feu, ça nous intrigue, mais au-delà de tout ça, il ne faut pas rester dans un rapport passif avec la formation à distance. Il ne faut pas que l'étudiant reste dans un rapport plutôt de spectateur, mais qu'on crée cette relation, cette proximité que vous voyez sur l'image où les étudiants sont tous assis ensemble. C'est ça également, un feu de camp, ça dégage de la chaleur, ça regroupe, ça réunit les étudiants autour d'un même but, ça favorise des échanges, le dialogue, les confidences même parfois. Et ça, je pense, cet élément-là de proximité, cette relation, ce contact-là, humain, ben il faut tout mettre en œuvre pour réussir à le créer entre les étudiants et entre les étudiants et leurs enseignants. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Écoutez, vous avez fait un tour d'horizon de ce qui peut être fait chez vous de belle façon. Je retiens notamment, juste vite comme ça, le mot proximité en présentiel, mais à distance aussi. Beaucoup, en tout cas, vous avez avancé beaucoup d'éléments qui sont liés à des facteurs humains que vous mettez absolument à l'avant-plan. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste avant d'aller plus loin, j'ai vu une question sur le chat qui demande si la présentation va être disponible. La réponse d'Alain Durefad pour obtenir le clavardage d'archives vidéo ou le document suite à la rencontre, alefad@sympathico.ca. Donc, vous avez votre réponse pour ceux et celles qui se posaient la question et qui ne l'ont pas, excusez-moi, qui ne l'ont pas vu à l'écran. Écoutez, un immense merci, Jérôme. Vous participez bien sûr aux échanges qui vont venir. Je vous invite tous autant que vous êtes dans chacun des sites à lever la main sur Adobe, ou si jamais vous n'êtes pas connecté à Adobe Connect, mais nous le faire savoir de vive voix, un intervenant
sur la ligne téléphonique, mais la main levée est probablement le plus bel outil pour pouvoir intervenir. Je suis tenté d'aller de votre côté maintenant dans chacun des sites pour poser une question, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme bonne pratique d'accueil? Qu'est-ce qui doit être prioritaire en formation à distance dans nos établissements, dans nos programmes, dans nos cours? Comment bien faire les choses ou qu'est-ce qu'on peut relever comme pratique qui pourrait donner des idées tous autant qu'on est autour de la table pour qu'on puisse transférer ça dans nos pratiques respectives pour bonifier. Alors, j'attends vos mains levées, s'il vous plaît. C'est la DEBI, il y a plusieurs institutions, des maisons d'enseignement unimodales ou bimodales. Dites-nous ce qui se passe chez vous qui viendrait compléter ce que Jérôme vient de nous présenter. Un premier qui se lance, une première qui se lance, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser le clavardage, lever la main via Adobe Connect ou carrément, oui, Mme Gohem, vous avez la parole, Mme Gohem du collège Ila-Salle. Allez-y. Étoile carré 6 sur votre clavier téléphonique. Oui, est-ce que vous m'entendez? On vous Tout entend. à fait, très bien. Oui, je vous remercie tous, M. Gérard aussi, pour votre bonne présentation. En fait, Mme Gohem, il faudrait parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. OK, pas de problème. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Très bien. Parfait. Alors, c'est ça, j'avais une question concernant, en fait, les formations concernant les enseignants, en fait, parce que on peut faire un suivi, mais les besoins technopédagogiques peuvent différencier de matière en matière. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour voir les différences et les besoins technopédagogiques des enseignants dans votre établissement? Et c'est quoi les différences que vous avez remarquées? Oui, ben on a également un soutien aux enseignants. C'est d'abord et avant tout ce qu'il faut mettre en place avant même de penser accueillir des étudiants, là, s'assurer que les enseignants, soient très à l'aise avec les outils, mais encore plus avec l'adaptation à faire aux stratégies d'apprentissage, aux stratégies d'enseignement également. Donc, on a un technopédagogue qui assiste. On fait vraiment du sur-mesure. Hein, c'est, je vous dirais, chaque enseignant a des besoins qui sont différents. Certains ont plus d'expérience, d'autres moins. Certains ont des types d'activités qui sont plus difficiles à réaliser en formation à distance. Donc, là, on a vraiment un soutien individualisé, là, je dirais, pour chaque enseignant qui participe à des cours à distance, un soutien d'un technopédagogue, d'un conseiller pédagogique, là, en tout temps, autant avant le début des cours que pendant les cours. Là, notre technopédagogue va jusqu'à débarquer à la fin du cours, dire puis comment ça s'est passé ton premier cours, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour améliorer. Donc, il est vraiment très, très à l'écoute, très en soutien. Évidemment, avec le temps, l'expérience aidant, les enseignants ont de moins en moins besoin de ce soutien-là, mais certainement au démarrage, c'est quelque chose d'essentiel. Parfait, merci. Merci beaucoup. On irait du côté de Mireille en Alberta, qui a levé la main. Les autres, n'hésitez pas à lever, même en cours de conversation. On ira au fur et à mesure des mains levées. Mireille. Toujours à faire carré 6 pour la Ville-Sourdine. Oui, justement, vous m'entendez, oui? C'est ça? Oui, très bien. Oui. Justement, vous avez parlé de technopédagogue et j'ai retenu qu'il assiste également les étudiants. Et puis ça, j'avoue que j'ai trouvé ça fantastique de penser que le technopédagogue va avoir un rôle double d'assister enseignants et aussi les étudiants. Selon moi, c'est très pertinent de lui donner ce rôle-là. Quelle est l'expérience, justement? Comment il est reçu auprès des étudiants? Avez-vous soit des anecdotes ou des impressions là, de succès de ça? Ben, il est reçu, en fait, son rôle va surtout se jouer avant le début des cours, ou en tout cas dans les toutes premières journées de cours. Donc, il s'assure d'abord d'avoir une rencontre avec les étudiants à distance avant le début des cours, avant même que les enseignants soient impliqués là, dans les rencontres. S'assurer que le matériel est fonctionnel, s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec les différentes avec plateformes qui ont réussi à se connecter, qui ont réussi à aller chercher tel ou tel document, qui ont bien reçu les choses. Son rôle est vraiment plus à ce niveau-là. Après ça, ils vont faire un suivi, mais il va aussi faire glisser, là, je dirais plutôt là, les problèmes plus techniques là, vers notre service informatique, mais il prend le temps vraiment de s'assurer que
Donc, tout le setup est en place et fonctionnel avant le début des cours. Après ça, les enseignants peuvent prendre le relais en ayant au moins la certitude que ce bout-là a été fait et que les étudiants sont fonctionnels. Et est-ce que le ou la technopédagogue fait une dernière réunion en fin de session auprès des étudiants aussi ou seulement en début? Seulement en début, il va, au besoin, là, s'il y a des situations qui requièrent sa collaboration, il pourrait intervenir, mais c'est plutôt rare. Généralement, ça va vraiment être au début. Après ça, il va peut-être communiquer avec les étudiants pour dresser un bilan, là, mais pas nécessairement dans une rencontre, peut-être en complétant un sondage, par exemple, ou un questionnaire pour avoir un peu le bilan de leur expérience. Il va ramasser des données à ce niveau-là, mais c'est vraiment, surtout avant le début des cours, là, que son intervention va avoir lieu auprès des étudiants. Merci. Merci, M. Forget. On irait, merci de lever la main, ça vient enrichir. On irait du côté d'Amélie au Collège Boréal. On ira à l'Université de Montréal après. Amélie, toujours faire caresser sur la Sylvaine. Bonjour. Vous m'entendez? C'est René Allé, je suis avec Amélie. Et oui, bonjour. Pierre, Amélie qui est la gestionnaire de Boréal en ligne et Pierre qui est notre coach technopédagogique pour étudiants. Moi, j'avais une question pour Jérôme. Tu parles de formation à distance. Tu parles de quel mode de livraison? Est-ce que tu parles de présentiel en vidéoconférence? Est-ce que tu parles de livraison plateforme autoportante, complètement en ligne? Quel est le mode de livraison? Parce que les méthodes d'accueil et d'accompagnement que tu me décris, je voudrais comprendre, c'est avec quel mode de livraison? On peut avoir différents modes. Je vous dirais qu'on est toujours dans le mode synchrone, voilà. Essentiellement, là, pour cette relation-là, mais que ce soit en classe virtuelle, dans une plateforme comme Adobe Connect, ou via d'autres types d'appareils de visioconférence, là, on est dans le mode synchrone. Et donc, cet accueil-là se fait indifféremment du mode de livraison à peu près de la même façon. Que ce soit l'enseignement régulier comme à la formation continue, là, on va prendre le temps de faire ces étapes-là là, avant le début des cours et au tout début là, de la formation. Mais durant la formation, tu as un professeur qui accompagne en présentiel, en vidéo, blablabla, ouais. En synchrone tout le temps. En synchrone, oui, c'est ça. On a très peu on n'a pas de formation actuellement entièrement asynchrone ou entièrement en ligne en mode asynchrone. On est beaucoup dans le synchrone actuellement, là, ou dans des modes hybrides, là, mais principalement synchrone. OK. C'est ce qu'on avait pas mal compris, puis on voulait s'assurer que c'est ça, parce que à Boréal, notre coach technopédagogique, tu sais, quand tu disais, ils font des interventions au début, puis un rappel de temps en temps, mais avec le mode asynchrone, dont on se sert beaucoup ici, le coach est là continuellement en contact avec n'importe quel étudiant de façon virtuelle. Alors, c'est un petit peu différent. Puis au niveau de l'accueil, on a écouté ce que tu as dit, il y a des choses intéressantes, mais au niveau, on regarde comment est-ce qu'on peut appliquer des choses comme ça au niveau de l'asynchrone et des entrées continues. Oui. Bien, un élément peut-être qu'on peut retenir dans ce contexte-là, c'est que souvent on va avoir des plateformes d'échange entre les étudiants qui participent à un même programme asynchrone. Hein. C'est la création du lien entre les étudiants qui est vraiment riche très souvent. On le constate dans différentes formations qu'on a données où finalement le groupe d'étudiants à distance deviennent des très très bons amis et partagent à peu près tout, voyagent et visitent l'un et l'autre, vont coucher chez un. Tu as une place sur ton divan chez l'autre. Donc ça peut se créer aussi en mode asynchrone via des plateformes d'échange, des groupes Facebook, ce genre de plateforme. Je me permettrais de faire du pouce là-dessus. Du côté du Collège Boréal, en ce qui concerne l'asynchrone, quels sont les moyens qui sont privilégiés au milieu d'avant pour créer des liens justement pour garder une certaine proximité avec ces étudiants qui ne sont pas en temps réel en contact avec une personne de l'autre côté de l'écran? Oui, bien, nous autres, là, c'est Amélie qui parle. J'ai pris la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, tout à fait, Amélie. OK. Donc, nous autres, comment que ça fonctionne, nos cours en ligne? C'est que, oui, les étudiants, c'est du asynchrone. Ils ont des choses à faire à toutes les semaines. Mais, qu'est-ce qu'on priorise beaucoup, c'est qu'on offre des webconférences. Fait que nous autres, c'est pas des profs sur place dans le collège qui enseignent. Nous, mes profs sont tous à temps partiel puis ils enseignent tous de la maison.
On utilise présentement Blue Jeans, mais ça aurait pu être Skype, ça aurait pu être bien d'autres choses. Mais soit à toutes les semaines, 2 heures par semaine, ils doivent se connecter, tous les étudiants, avec un micro-casque, puis c'est comme ça que le contact visuel se fait avec tous les autres étudiants. Il y a aussi tout l'apprentissage qui est différent. Oui, tout l'apprentissage est aussi différent, là, parce que nous autres, c'est vraiment sur une plateforme pédagogique, Brightspace. C'est là que tout le contenu est, les activités, les travaux, mais le prof est là pour les appuyer, soit à toutes les semaines ou à tous les 2 semaines, tout dépendamment des programmes qu'on offre à distance. On a une clientèle du Québec, on en a partout au Canada, on en a même des États-Unis. On a une forte demande pour l'international de rester dans leur pays et suivre nos cours à distance aussi. L'autre élément à regarder, c'est que depuis des années, on dessert des étudiants qui sont dans les cours d'apprentissage comme tels, les métiers, et ces étudiants-là n'ont pas de séance asynchrone. La façon dont on crée le contact présentement, puis Pierre pourra en parler plus, c'est avec notre coach technopédagogique qui, lui, souvent établit une relation avec l'étudiant et peut faire des références au professeur s'il y a lieu pour s'assurer que le prof, puis nos profs sont en contact aussi avec les étudiants de façon virtuelle. Alors, on essaie de leur donner de l'appui le plus possible techniquement au niveau de la technologie, mais on est en train aussi de commencer à leur donner de l'appui comme du tutorat par les pairs ou du tutorat spécialisé à travers les outils virtuels. Pierre pourrait en parler, quels outils, lui, il utilise pour travailler avec les étudiants à distance. Moi, en majorité, c'est qu'on essaie de préparer les étudiants en avance. Donc, que ce soit avec des sites web, que ce soit avec un cours de formation qui est livré dans la plateforme d'apprentissage elle-même, qui apparaît aussi avec les autres cours qui auront de façon régulière dans leur étape. Donc, on essaie d'aller les trouver avant, puis d'essayer de les former avec tous les outils dans les plateformes, et c'est la majorité de ma concentration. Moi, le nom du site web qu'on utilise est aussi Boréal 101, un peu pour dire c'est un genre d'autoroute que les étudiants pourraient suivre pour aller pour ne pas manquer, disons, des informations qui sont importantes. Puis ils ont toujours l'appui. Ils ont toujours de l'appui. C'est pas 24 heures par jour, 7 jours par semaine, mais j'en fais même en soirée pour essayer de dépanner les étudiants qui sont, disons, dans les programmes d'apprentissage parce qu'ils travaillent pendant la journée. Donc, en gros, là, c'est ça. Puis on essaye de toujours être là, disponible pour eux, pour répondre aux questions. Moi, je creuse un peu aussi dans l'arrière-plan pour essayer de trouver les défis que les étudiants expérimentent dans la plateforme. Il y a des moments où ce que les professeurs même ne savent pas ce qui se passe, donc j'agis entre eux. Donc, en gros, c'est ce que je fais et les rétroactions de la part des étudiants sont excellentes. Mais on a aussi un pédagogue qui s'occupe juste de l'enseignement et des profs. C'est ça, oui. Puis nous, notre Merci. Oui. Allez-y. Oh, pardon. Vas-y. Notre clientèle est adulte, souvent ceux qui suivent des programmes en ligne. Donc, toutes nos séances webinaires se font toujours le soir après 6 heures. Donc, c'est pour ça que c'est pas nos profs à temps plein qui font l'enseignement pour ces cours-là. Merci beaucoup pour ces commentaires. Les 2 mots que je retiens, l'accessibilité puis la communication, qui relève vraiment d'un défi un peu plus grand dans des environnements asynchrones. On va probablement les voir dans quelques instants. Il y a une main levée de l'Université de Montréal et on va aller voir sur le chat aussi, il y a un commentaire qui a été placé qu'on va partager après. L'Université de Montréal, puis d'autres mains à lever, il nous reste une vingtaine de minutes facile, donc n'hésitez pas, surtout pour avoir des idées sur comment ça se passe dans votre milieu, qui pourrait en inspirer d'autres. L'Université de Montréal, désolé de vous avoir fait attendre, ça valait la peine jusque-là. Donc, je vous écoute. Oui, bonjour Michel, bonjour Alain, c'est Violaine, est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument Violaine. Bonjour à vous deux et puis bonjour à tout le monde. J'avais 2 questions. D'abord, merci beaucoup Monsieur Forget pour toutes vos précisions, les diapos. Enfin, ça donne envie d'aller vous visiter. Là, écoutez, on va venir vérifier votre accueil. La première question portait sur le contenu de vos séances d'accueil. Je me demandais si le contenu que vous avez préparé était par rapport à des besoins qui avaient été identifiés auprès des étudiants, ou si vous avez en fait monté ces séances d'accueil par rapport aux besoins qu'on reconnaît par exemple dans la littérature scientifique, ou en fait
d'où partent les éléments de contenu dans vos formations? Et la deuxième question que j'avais à vous poser, c'était, je ne sais pas si on a un peu touché la question rapidement, mais c'était, est-ce que vous avez pu mesurer si ces séances d'accueil avaient un impact sur l'efficacité, sur la motivation, sur la rétention, puis aussi sur la réussite des étudiants? Oui, ben le contenu des formations, c'est un mélange, je dirais, d'intuition et de commentaires également là, des enseignants et des étudiants là, sur des difficultés qui avaient été rencontrées. Donc, évidemment, c'est des formations qu'on va bonifier là, avec le temps, mais essentiellement, c'est de faire le tour des différents freins ou défis là, sur le plan technologique. Donc, s'assurer que l'étudiant est vraiment fonctionnel, à l'aise avec ses outils, comprend bien comment va se dérouler les cours, se familiarise avec l'environnement, les mains levées, etc. Donc, à partir du moment où ça va, on peut répondre à des questions là, plus précises. Donc, un mélange d'expérience là et d'intuition, je dirais. Et votre deuxième question était au sujet des mesures d'efficacité, des d'accueil, en fait, sur l'impact. On parle, quand on en parlait sur la motivation, la rétention, la réussite, l'impact ou c'est décorrélé? C'est difficile sur le plan de la motivation, de la persévérance, de la réussite, de faire une corrélation entre une activité d'accueil et je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. Actuellement, ce qu'on constate, c'est un excellent taux de réussite des étudiants qui est comparable, sinon supérieur à des étudiants qui suivraient le même cours en présence. Mais il y a aussi une question de motivation préalable. Hein, des étudiants qui s'inscrivent dans des programmes en formation à distance, qu'on constate ici, ils ont une motivation je dirais accrue là, à l'avance. Ils ont un objectif très bien défini. Hein, c'est pas l'étudiant du cégep là, qui se cherche, qui change de programme. Eux ont une idée davantage claire là, de leur objectif par rapport à la formation. Donc, on observe des bons résultats, mais c'est difficile de faire une corrélation là, directe là, entre une activité d'accueil et la réussite d'un étudiant au bout de la session. Merci beaucoup. On irait, le temps passe tellement vite, on irait vers le chat pour une question qui vous est destinée, Jérôme, et on irait tout de suite après à Marie-Alexandre. Pour d'autres sites, si vous n'hésitez pas à lever la main pour savoir qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce que vous privilégiez comme mode d'accueil dans vos propres milieux. Je me permettrai de lire la question sur le chat. Ça commence par, c'est de Alice Mascarenas. Merci pour votre présentation, un accueil vraiment impressionnant. Je m'intéresse beaucoup à l'intégration académique et sociale des étudiants internationaux, le sujet de mon doctorat en technologie éducative en ce moment. Malheureusement, je sais que ce n'est pas toujours possible de s'assurer que les étudiants à distance soient sur place. Auriez-vous des suggestions pour l'intégration des étudiants internationaux qui ne seraient pas sur place pour participer aux activités? La question que vous avez lancée. Oui, c'est une très bonne question. Des étudiants à distance font un peu un choix hein, d'un mode éducatif qui les isole, mais c'est quelque part quelque chose qui correspond aussi à leurs besoins ou à leurs aspirations. Donc, ils souhaitent pas toujours hein, faire partie de l'association étudiante ou du club ou de l'équipe sportive. Donc, c'est pas des gens qui recherchent nécessairement ce contact-là régulier avec un groupe, avec une cohorte. Donc, certains font le choix d'être plus effacés, d'être moins présents sur place. Nous, c'est pour ça que les élèves en présence se réunissent assez rapidement avant le début des cours. Les élèves à distance, c'est plus difficile. Par contre, on va s'assurer qu'assez tôt dans le parcours de l'étudiant, on va lui donner une occasion d'une sortie. Principalement, nos étudiants sont au Québec, hein, qu'ils reçoivent de la formation à distance ou non. Donc, l'occasion d'une sortie à Montréal avec l'ensemble du groupe pour des raisons pédagogiques comme aussi sociales et ludiques, ça permet là, d'intégrer des étudiants qui proviennent de d'autres régions. Mais évidemment, il y en a qui font le choix, puis c'est vraiment leur choix de rester plus effacés. Et évidemment, de telles visites, ça serait difficile même d'intégrer des étudiants qui proviendraient d'un autre pays, là, qui ne prendraient pas un billet d'avion juste pour venir participer à une activité de 3 jours. Mais ça fait partie de leur choix, je pense.
L'autre question, juste avant d'aller à Marie-Alexandre, l'autre question, Jérôme, sur le blog, mais qui est en lien avec ce qu'on vient de parler. Oui. Question de Daniel Jacques. Avez-vous des groupes composés d'élèves en présence en classe et d'élèves à distance? Oui, ça arrive. Une des photos que j'ai présentées, là, on voyait à la fois des gens assis en classe puis des gens sur un écran. Donc, on a expérimenté ça aussi, là, le jumelage là, en mode synchrone des étudiants qui sont en classe et des étudiants qui sont à distance. Dans ce cas-là, le défi d'intégration est encore plus grand parce qu'on a deux groupes d'élèves avec des aspirations différentes et on constate qu'ils ont tendance à se taper mutuellement sur les nerfs assez rapidement. Donc, ça nous oblige encore plus d'efforts là, pour essayer de faire en sorte que, regarde, ces étudiants dans l'écran, c'est une vraie personne humaine là, auquel tu dois un certain respect, puis elle peut être même très attachante si tu apprends à la connaître, mais on a beaucoup plus d'efforts à faire dans ce contexte-là que lorsqu'on a un groupe homogène composé essentiellement d'élèves à distance. Ah, intéressant, c'est comme commentaire. Merci beaucoup. On irait du côté, il nous reste une quinzaine de minutes à peine. On irait du côté de Marie-Alexandre qui a la main levée. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. D'accord, parce que moi, je ne vous entends pas. Je vous entends par mon téléphone, mais je vous vois par mon écran. La voix est par le téléphone, effectivement. Oui, tout à fait. Mais je vous vois, puis j'entends très bien. Écoutez, je suis professeur à l'Université du Québec à Rimouski en enseignement professionnel. Nous formons des maîtres à distance. On est le seul et le premier programme à être agréé par le CAPFE. Le premier contact et le seul contact des étudiants qui sont répartis sur tout le territoire québécois, il se passe dans la classe. Et en fait, moi, j'aime beaucoup vous entendre, Monsieur de Matane. On n'est pas si loin que ça. Et nous, on les voit jamais. On les voit jamais. Ce qui s'est installé en termes de pratique intuitive au fil des ans, et ce qui est pour nous quelque chose qu'on ne comprend pas encore tout à fait scientifiquement, mais humainement parlant, ça fonctionne. C'est que les professeurs, l'enseignant qui est devant son écran et son groupe d'élèves développent des espèces de contacts sociaux. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas prendre le temps de tout le monde, mais par exemple, un message de la semaine, à toutes les semaines, disant où on est rendu, où est-ce qu'on est. Sur la plateforme, on n'a pas ça. On a utilisé, en fait, on a détourné de sa vocation première l'annonce à faire et c'est devenu un message de la semaine. On a aussi mis en place de façon plutôt informelle une tutrice. Il y a de nos étudiants qui étaient avant des charpentiers ou des réparateurs d'engins mécaniques qui deviennent tout à coup des enseignants et juste de connaître la classe. Donc, on a installé un système de tutrice virtuelle. C'est une personne qui, au téléphone, fait visiter la classe alors que l'étudiant est à son écran et je dois vous dire que ça a sauvé des cheminements d'étudiants. Parce qu'une fois, et là je vous rejoins, M. Forget, une fois qu'ils comprennent comment ça fonctionne dans la classe, et nous on parle beaucoup, allez dans la classe, quand vous êtes dans le forum, c'est quand vous levez la main, on essaie d'analogiser le plus possible la plateforme numérique d'apprentissage comme si c'était une vraie classe. Et je me rappelle même une fois d'avoir dû faire de la discipline parce que ça parlait trop fort. Il y avait tellement de messages sur le forum sur un contenu donné que finalement, on oublie qu'on est à distance. Donc, la proximité à distance dans la classe, personnellement, et mon équipe de profs aussi, on la vit à tous les jours. On fait une espèce de mentorat, c'est-à-dire que quand quelqu'un devient chargé de cours au bac en enseignement professionnel, souvent, il rencontre un des professeurs, on est une petite équipe de 3-4, et qui partageons beaucoup les bons coups, les choses qui fonctionnent, et on essaie de mettre ça en place, et c'est comme si ça se propageait. Tout n'étant pas parfait, je pense que l'accueil institutionnel d'un groupe de formation totalement à distance, asynchrone, chez nous, il me semble que c'est notre grand défi. Alors, c'est juste pour vous partager ça. Merci beaucoup. Commentaire, Jérôme, là-dessus? Bien, c'est très intéressant. Puis je pense qu'il y a un défi là, effectivement, dans l'accueil et l'intégration, de créer les liens d'échange dans un groupe d'étudiants qui est entièrement en mode asynchrone. Et c'est possible, mais souvent, en utilisant des plateformes de communication déjà utilisées,
comme des groupes Facebook, par exemple, où c'est intégré dans notre routine quotidienne d'aller regarder ce qui s'est envoyé, mais énormément d'échanges peuvent survenir entre les étudiants, partage d'expériences, partage de bonnes pratiques, partage d'idées qui devient extrêmement enrichissant, souvent autant que le cours lui-même. C'est drôle parce que ce que j'entends, là, c'est de créer de la proximité à distance, puis il y a des pistes d'action qui sont mises sur la table à droite et à gauche qui peuvent en inspirer plusieurs. Merci beaucoup. On irait sur le chat maintenant, un commentaire que j'ai pas encore lu, mais que je vais vous lire à l'instant, de Sylvie Guérard du Collège Éducacentre. Pour le Collège Éducacentre, je suis soutien technique pour les étudiants et enseignants. Au début de chaque session, je donne une formation aux nouveaux étudiants pour comprendre Moodle, plateforme des cours en ligne, et Blackboard, visioconférence. Je fais le suivi par la suite tout au long de la session. Une question sur l'apprivoisement de la technologie ou du rôle des technologies. Forcément, lorsqu'on parle de FAD, la techno est omniprésente, mais l'apprivoisement des technologies par les étudiants et aussi parfois par les enseignants qui ne sont pas nécessairement très aguerris ou très spécialistes du domaine. Je ne parle pas de la matière, mais de l'outil. Qu'est-ce que ça relève comme défi chez vous, Jérôme? Bien, très variable hein, selon l'enseignant, selon l'étudiant aussi, mais on tend à assurer du moins une base commune à l'ensemble des personnes sur les principaux outils qui auront à être utilisés. Après ça, on va vraiment dans l'accompagnement. Chez les enseignants, par exemple, je pense à faire tel genre d'activité. Le technopédagogue fait une veille constante des différents outils avec tout le réseau là, du FADIO en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, là, ça aide beaucoup, ce partage d'idées, partage de ressources. Donc, après ça, on va accompagner directement l'étudiant ou l'enseignant dans cette activité-là qui veut monter, puis comment on pourrait la faire à distance de la meilleure façon, avec quels outils, etc. Ça prend quelques temps, quelques mois, quelques années. Les enseignants deviennent vite beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus autonomes, puis ils vont après ça y aller sur des questions très pointues. Il y a des changements, une évolution des outils également, qui fait en sorte qu'il y a toujours un travail un peu à refaire. On change cette plateforme-là pour une autre parce que les coûts sont moindres ou parce qu'elle est plus performante. Donc là, il faut un peu refaire l'exercice. Sinon, les étudiants sont très surprenants. Je pense que c'est eux qui apprennent le plus vite de tout ça. Ils tombent très, très rapidement, deviennent très rapidement très à l'aise, très habiles à utiliser les outils. Merci. Là, je vais juste remonter ici. Michel, dans le chat, il y a Télé Québec, oui. Il y avait avant que Télé lève la main, il y avait Mme Gonen du Collège Ilassal Campus. Est-ce que je peux lire la question? Absolument. Oui. Alors, pour Jérôme, combien y a-t-il d'enseignants dans votre établissement? Suggérez-vous un nombre minimum de technopédagogues présents pour le nombre d'enseignants et d'élèves en formation en ligne? De plus, y a-t-il un nombre maximum d'élèves par cours pour prévenir la surcharge des enseignants? Très bonne question. Nombre minimum de technopédagogues, c'est toujours difficile. Des questions budgétaires qui font en sorte qu'on arrive ou non à embaucher les ressources suffisantes. On a une centaine d'enseignants à l'enseignement régulier. Tous n'enseignent pas à distance. On a un technopédagogue qui travaille avec eux. La formation continue, on a beaucoup de chargés de cours. Ce serait difficile de quantifier également. On doit en avoir plus d'une vingtaine d'enseignants chargés de cours réguliers et on a 2, sinon 3, conseillers pédagogiques, technopédagogiques qui les supportent. C'est toujours une question de capacité budgétaire à en embaucher. On en voudrait tous énormément, de ces technopédagogues-là qui sont très, très riches dans une institution, mais on a toujours d'autres contraintes. Le maximum d'élèves par cours dépend un peu du modèle. Quand on est dans le jumelage d'enseignants ou d'étudiants en présence et à distance, on voit vite une limite lorsqu'on dépasse une quinzaine d'étudiants. Dans l'ensemble du groupe, là, ça devient extrêmement difficile à gérer. Donc là, on va limiter à 15 ou 16 étudiants ou une vingtaine au maximum. Par contre, dans des cours qui seraient donnés entièrement dans une plateforme comme Adobe Connect, on peut facilement avoir des groupes de 20-25 sans problème. Les enseignants nous disent par contre que l'enseignement à distance, peu importe le modèle, leur demande plus de temps de préparation. Ils peuvent moins improviser, je dirais. Ça demande de préparer davantage les exercices. Ça leur demande
ça leur demande davantage de temps, mais je pense que c'est indifféremment du nombre d'élèves dans un groupe. Ce temps de préparation, c'est le problème de la FAD, effectivement. On irait du côté de Télé-Québec. Il nous reste 5, on peut déborder un petit peu. Il nous reste 5 à 10 minutes peut-être, tout au plus. Télé-Québec, vous avez levé la main sur ce que vous avez à dire sur l'accueil des étudiants. Oui, bonjour Michel, c'est Serge Arénajoie, est-ce que tu m'entends? Oui, tout à fait, Serge. Oui, OK. Juste une question comme ça. Là, on parle des activités d'accueil, comment les gens sont accueillis, comment les étudiants sont accueillis, mais je ne sais pas comment ça se passe à Matane, mais s'il n'y a pas la réponse, peut-être que les autres pourront répondre, mais les premières communications qui sont faites avec les étudiants par l'établissement font partie, à mon avis, de l'accueil des étudiants. L'étudiant qui s'inscrit, une fois qu'il est inscrit, il y a comme des enjeux de communication, de dire, bravo, félicitations, tu es inscrit, tu es admis à tel programme, blablabla. Et voici comment ça va fonctionner dans les prochaines semaines. Comment vous fonctionnez à Matane pour les étudiants qui sont à distance? Est-ce qu'elles sont distinguées? Est-ce que les informations sont distinctes de celles des étudiants qui vont venir sur le campus? Puis quels sont les défis que vous rencontrez à ce moment-là? Là? Les étapes sont similaires. L'information envoyée peut différer. Évidemment, on n'invitera pas les étudiants à distance à participer à une activité d'accueil à Matane. On va leur envoyer plutôt, eux, un calendrier d'activités adapté. Mais sinon, le type ou la fréquence des communications reste relativement semblable. On va jusqu'à parler aussi. Hein. On va appeler chacun de nos candidats pour discuter avec eux à partir du moment où ils ont déposé une demande d'admission, s'assurer de répondre à toutes leurs questions. On va établir déjà un premier contact téléphonique. C'est souvent les enseignants qui vont faire ce travail-là. Après ça, là, il y a des communications, je dirais, plus officielles, administratives, là, qui sont transmises par la poste ou par courriel. Après ça, rapidement, là, à partir du moment où la rentrée arrive, ben c'est après ça, des communications plus ciblées là, qui vont être faites à partir du technopédagogue jusqu'aux étudiants à distance là, pour les préparer aux activités d'accueil de la rentrée. Merci. Ce que Serge Gérageois vient de soulever est drôlement important quand même parce que si on se met dans la peau de l'étudiant, tous les contacts avec l'institution, quelle qu'elle soit, il y a des contacts initiaux qui sont faits par la maison d'enseignement. Il y en a dans l'accueil dans un programme donné. Il y a aussi une forme d'accueil qui doit être prise en compte. Puis, dans chacun des cours, il y a un accueil qui se fait par la personne qui fait le tutorat pour l'accueil dans le cours comme tel. Donc, il y a au moins ces 3 niveaux-là qui sont, dans une large mesure, aux yeux de l'étudiant, d'égale importance parce que l'étudiant va être dans un cheminement, il va s'inscrire dans une maison d'enseignement secondaire, collégiale, université, et le premier contact va donner le ton pour la suite des choses. La même chose pour l'accueil dans un programme, la même chose pour l'accueil dans un cours et dans tous les cours qui vont suivre aussi. Donc, on revient à cette notion de facteur humain ou de proximité ou de sécuriser ou d'entourer dès le départ, en fait, de ne pas laisser jamais l'étudiant seul à lui-même ou qui se sente délaissé. C'est ce qui est ressorti de plusieurs interventions depuis le début. Je vois une mail. Oui. Je peux rajouter juste une note là-dessus. Les commentaires les plus négatifs parfois qu'on va avoir, ou là peut-être on a des améliorations à apporter, c'est dans l'accueil au service d'aide, par exemple, au service de soutien offert aux étudiants. Il faut préparer ces services-là aussi à répondre aux demandes des étudiants à distance parce qu'eux aussi ont des besoins, que ce soit au niveau de soutien pour des handicaps ou des besoins particuliers. On a de plus en plus ce genre de demandes-là. Et on est de nous à réfléchir là, sur comment s'assurer là, que les réponses ne tombent pas dans une craque ou que la personne responsable dise, ben là, comment je peux aider psychologiquement un étudiant que je ne vois pas physiquement. Non, il faut se préparer à répondre. C'est souvent là où les besoins sont le moins bien satisfaits chez nous actuellement. D'où le besoin du travail d'équipe et de référer aux bonnes personnes, au bon moment, de la bonne façon. Michel, oui. Avant de passer à Mme Amel Mireille qui a encore levé la main, ce qui n'est pas un problème du tout, je lirai peut-être un commentaire de Mme Hélène Sainte-Marie pour des gens qui vont suivre la vidéo, qui vont regarder la vidéo plus tard. Mme Sainte-Marie du légendaire Cégep de la Gaspésie des Îles. De notre côté, les enseignants font des rencontres individuelles par vidéoconférence afin d'apporter des encouragements ou de répondre à certains questionnements et faire les mises au point appropriées par la suite.
Ces rencontres peuvent être répétées périodiquement, elles sont très personnalisées, les réactions positives sur la participation en formation à distance. On revient au contact et à la communication, c'est probablement la clé dans tout ça. Et à ne jamais oublier, on s'entend. On est au terme à peu près, mais on prendrait la participation de Mme Mireille Hamel, s'il vous plaît encore. Et s'il y a un dernier commentaire à faire, levez la main. On prendra une minute ou deux de plus peut-être, là. Mais Mme Hamel, je vous écoute. Carré 6 pour enlever la sourdine, toujours. Mireille Hamel, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors oui, dans le même ordre d'idée, savez-vous avec quoi j'ai expérimenté un peu récemment dans des cours asynchrones? Je suis chargée de cours et puis lors de visioconférences, j'expérimente avec l'idée de quitter la salle de classe virtuelle, moi en tant que chargée de cours, pour laisser l'espace virtuel pour que les étudiants échangent entre eux sans ma présence. Alors, je sais qu'on essaye d'encadrer nos étudiants, mais il y a un moment aussi où je pense qu'ils ont besoin d'être sans notre intervention, un peu plus, qu'ils se retrouvent entre eux, un peu comme s'ils étaient dans une école et ils se croisaient là dans les corridors. Alors, je fais un peu d'expérimentation à juste quitter l'espace puis leur laisser sans les écouter parler, si on veut. Je leur dis là, parlez pas trop de moi parce que dans les premières minutes au moins, mais j'expérimente avec ça puis je me demande s'il y en a d'autres qui font ce genre de choses-là. Merci beaucoup pour ce commentaire. C'est une belle piste d'action dans le retrait de l'action. C'est intéressant quand même. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive au terme. Je ne vois pas d'autres mails levés. Jérôme, je vous laisserai un commentaire pour attacher les dernières ficelles et on repasserait le micro à Alain après pour terminer cette rencontre qui a été fort riche, ma foi. Oui, merci beaucoup à tout le monde de votre participation aujourd'hui. Je pense effectivement que vous avez tous de très bonnes pistes qui doivent s'adapter à la réalité de chacun des programmes, chacun des modes d'enseignement, mais on a toujours gardé à l'esprit que les besoins d'un étudiant en formation à distance, d'accueillir, d'intégrer un programme qu'un collège, une institution, sont les mêmes très souvent qu'un étudiant qui arriverait physiquement dans un campus. Il ne faut pas perdre de vue cette idée-là. Puis là, je viens de voir passer dans la conversation le prochain atelier du 8 novembre. Je vais certainement y participer. Ça fait partie des défis qu'on a relevés chez nous, d'aider les étudiants avec des besoins particuliers. Alors, merci à vous. Merci infiniment, Jérôme. Alain, je te laisse attacher les derniers commentaires, les derniers mots de cette fort belle rencontre. Oui, je remercie également Mme Jourdain et Mme Jacques qui ont fait des commentaires dans le clavardage. Le clavardage, le chat vient toujours enrichir nos rencontres. Alors, si vous désirez recevoir la vidéo, le clavardage ou le document de M. Forget, on vous invite à contacter directement refad@sympathico.ca. Jérôme vient de le souligner. Notre prochaine table d'échange va avoir lieu le 8 novembre. Comment aider les étudiants ayant des besoins particuliers à poursuivre leurs études en formation à distance. Alors, un énorme merci à Jérôme pour son implication pour la table d'échange aujourd'hui. Très apprécié, très agréable. C'est un très bon début comme début pour nos ateliers, nos tables d'échange 2018-2019. Vous avez des commentaires, des questions, autant Jérôme que des gens qui sont avec nous présentement à distance, contactez le REFAD, on se fera un plaisir de faire le lien entre tous les intervenants. Alors, encore une fois, un gros merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez des documents ou des détails. Et une bonne fin d'après-midi. Merci également à Michel pour la très bonne animation et l'équipe, Cici, l'équipe du CEDAF, la femme de l'ombre, pour l'enregistrement du lien vidéo. Un gros merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Belle fin de journée, au revoir.